à Montréal. Et je travaille sur le travail identitaire dans l'accompagnement en entrepreneuriat sous la direction de Marie Langevin et de Olivier Germain. Donc, je me tiens ici aujourd'hui en tant que stagiaire auprès du CCO, où je suis chargé de conduire une étude sur l'émergence d'un écosystème entrepreneurial au profit de la communauté noire en Ontario. Donc, cela se fait en collaboration avec le programme Accélération de MITAX et ADN, African Development Network. À ce stade, nous sommes au début du projet de recherche. Nous n'avons pas encore de résultats à présenter concrètement, mais nous avons avancé dans l'étude de la littérature et nous avons quelques matériels exploratoires que nous souhaiterons partager avec vous. Donc aujourd'hui, notre plan de match sera bien sûr en premier lieu la question de recherche. Après, nous allons voir un peu ce qui a été fait déjà dans la recherche à travers la littérature. Et nous allons aborder principalement les notions d'entrepreneuriat ethnique, la notion d'écosystème et également l'accompagnement dans les écosystèmes entrepreneuriaux. Après, je vais vous présenter un peu les objectifs de la recherche que nous avons établis. Et pour finir, je vous parlerai du matériel exploratoire et des dimensions que nous avons jugé pertinentes de questionner. Voilà. Donc pour commencer, je sais que certaines d'entre vous sont entrepreneurs et que à un moment donné de votre trajectoire, vous avez rencontré des défis. Vous avez été amené à interagir avec des structures d'accompagnement. Et donc, justement, c'est le cadre idéal, justement, pour en débattre, pour discuter. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon, comme toute recherche commence par une question. Notre question de recherche, la question de recherche que nous avons formulée, c'est justement comment est-ce qu'un écosystème entrepreneurial émerge au profit d'une communauté ethnique dans un territoire donné. Voilà. Et avec cette question de recherche en tête, nous avons vu que le projet de recherche s'inscrit au croisement de deux littératures principalement. Donc la première littérature, c'est la littérature sur l'entrepreneuriat ethnique. Et la seconde littérature, c'est la littérature sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, avant de rentrer plus en détail dans le sujet, j'aimerais préciser qu'il y a certaines notions qui sont des concepts élaborés pour les besoins de la recherche et que certaines notions, nous les prenons avec précaution. Donc, s'il y a lieu de débattre et de donner des précisions, c'est également le lieu justement pour échanger à ce sujet. Donc, l'entrepreneuriat ethnique, qu'est-ce que c'est? Nous allons aborder au fait la littérature sur l'entrepreneuriat ethnique principalement à travers deux aspects, les réseaux informels et le capital social. Donc, l'entrepreneuriat ethnique recouvre, croise des situations, des intersections ou des trajectoires variées. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat ethnique, nous pouvons retrouver, ou du moins désigner plusieurs catégories d'entrepreneurs. Par exemple, on parle souvent d'entrepreneuriat immigrant ou d'entrepreneuriat réfugié. On parle également d'entrepreneuriat minoritaire, aussi d'entrepreneuriat transnational,
ou d'entrepreneuriat ethnique. Mais, au niveau, pour donner plus de précision, au niveau de l'entrepreneuriat minoritaire, en général, il s'agit des entrepreneurs racisés qui sont nés de parents immigrants. Au niveau de l'entrepreneuriat transnational, il s'agit d'entrepreneurs qui ont vécu quand même des trajectoires assez complexes qui se situent entre minorisation et immigration. Et l'entrepreneuriat ethnique, c'est une autre compréhension également de l'entrepreneuriat ethnique de façon générale, c'est qu'il s'agit d'un type d'entrepreneuriat qui puise dans des caractéristiques purement ethniques. Donc à ce niveau, on peut désigner les minorités linguistiques, les diasporas locales, les entrepreneurs d'une religion ou d'un phénotype donné. Voilà. On retrouve également dans la littérature états-unienne la notion de Black Entrepreneurship, qui fait référence aux afro-descendants, aux populations afro-descendantes qui entreprennent. Voilà. Donc, cet ensemble de situations entrepreneuriales variées, d'intersection des trajectoires, va nécessiter de relever plusieurs défis qui sont justement au croisement de critères complexes. Donc, ces défis vont impliquer de comprendre finement les contextes locaux et leur constitution historique et sociologique, car sans cela, il y a ce qu'on appelle en général un risque d'essentialisation, mais aussi un risque d'altérisation de l'autre par la culture dominante. Donc, nous avons recensé qu'il y a un certain nombre d'enjeux au fait qui est commun à l'entrepreneuriat ethnique. Donc, nous avons vu que la majorité des recherches se focalisent sur les communautés immigrantes. Donc, à ce niveau, il y a de nombreuses études qui montrent que il y a une forte propension des immigrants à entreprendre dans leur pays hôte. Et en général, les recherches expliquent cela par le fait que il y a des discriminations, des problèmes de sous-qualification, les restructurations industrielles, le chômage, la dérégulation du marché de l'emploi, ou par exemple la crise de l'État-providence qui contribue justement, qui permet d'expliquer cette propension à entreprendre chez les populations immigrantes. Donc à ce niveau, l'ethnicité, la notion d'ethnicité va permettre d'expliquer comment des immigrés qui sont au départ sans ressources vont se transformer en entrepreneurs. Nous avons vu également que l'entrepreneuriat ethnique renvoie également à 3 dimensions qui sont interreliées. La première dimension, c'est l'appartenance à un groupe ethnique. Il y a également le caractère relationnel de l'ethnicité et l'impact de l'ethnicité sur la manière d'entreprendre justement des communautés minoritaires. Les recherches insistent en outre sur 3 dimensions informelles de l'entrepreneuriat au sein de communautés ethniques. C'est-à-dire, ces dimensions, c'est la mobilisation de ressources pour créer une entreprise. En général, au sein des communautés ethniques, la mobilisation de ressources se fait de façon informelle, c'est-à-dire entre connaissances, des amis, les membres de la famille, etc. Il y a également l'accès à la main-d'œuvre qui se fait aussi de façon informelle. En général, on emploie un membre de la famille ou des proches, etc. Et en dernier lieu, on a la formation du réseau économique qui se fait également de cette façon-là. Par ailleurs, l'entrepreneuriat ethnique, nous avons vu que cette forme d'entrepreneuriat est influencée par des facteurs externes. Et ces facteurs externes-là, il s'agit principalement des régulations institutionnelles, c'est-à-dire les règles et les régulations au fait de l'économie au niveau du pays d'accueil. Et nous avons également les politiques d'intégration dans le pays d'accueil. Il y a également d'autres dimensions qu'il faut considérer quand on s'intéresse spécifiquement aux entrepreneurs de la communauté noire, puisque c'est eux les sujets de notre étude. Et il faut tenir compte justement du contexte quand on
on parle de la communauté noire. Ces dimensions qui sont à considérer sont le manque de financement, les handicaps en termes d'expérience entrepreneuriale, le travail d'opportunités propres à la communauté noire, il y a la présence de discrimination systémique et il y a également la capacité d'empowerment par l'entrepreneuriat qui permet d'affirmer une identité noire. Donc, à ce niveau, nous avons une étude très récente là, de Prieto et ses collègues, parce que l'étude a été publiée cette année même en 2022, qui nous invite à considérer essentiellement deux dimensions quand on s'intéresse justement à l'émergence des écosystèmes entrepreneuriaux au sein de la communauté noire. Je souligne déjà que c'est très important de considérer, de chercher à comprendre et d'appréhender l'émergence de l'écosystème au cœur de la communauté noire. Et ces auteurs ont également souligné surtout l'importance de l'histoire située du quartier ou du territoire de cette émergence. Cela est très important quand on prend un territoire donné où un quartier qui est peuplé majoritairement par des personnes immigrées, qu'elles soient noires ou d'autres, qu'elles viennent d'ailleurs. C'est très important de connaître leur histoire et de connaître aussi également l'histoire du quartier, comment ces histoires se sont constituées, le rapport aux différentes politiques, les différents acteurs, etc. Donc, et là, nous allons passer maintenant à la deuxième notion qui est importante. C'est la notion d'écosystème entrepreneurial. Et là, nous nous posons la question, est-ce que dans le cadre justement de cette étude-là qui s'intéresse à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial au profit de la communauté noire en Ontario, est-ce qu'il s'agit d'une grille de lecture qui peut être pertinente à adapter? À ce niveau, nous avons vu qu'il y a de nombreux facteurs qui sont interdépendants. Et il y a également des acteurs variés qui participent à l'émergence des écosystèmes entrepreneuriaux. À ce niveau, il faut remarquer que les entrepreneurs sont souvent considérés comme les joueurs centraux dans la création et le développement des écosystèmes entrepreneuriaux, ce qui conduit souvent à parler d'une privatisation de la politique entrepreneuriale. Mais cela permet aussi surtout de souligner l'importance de la logique intrapreneuriale dans les écosystèmes. Quant aux acteurs publics, ils seraient considérés comme des nourriciers, plus au fait que comme des leaders des écosystèmes. Il y a également les structures d'accompagnement ou d'incubation, qui jouent également un rôle structurant au cœur des écosystèmes, qui articulent une large variété d'acteurs, parce que partageant une communauté de destin. Voilà. Donc, comment s'organise l'accompagnement et comment se structure l'accompagnement au sein des écosystèmes entrepreneuriaux? Ce qu'il est important de dire à ce niveau, c'est que dans les pratiques d'accompagnement en entrepreneuriat, les dimensions sociales, les dimensions culturelles, psychologiques et humaines sont beaucoup moins prises en charge que les dimensions rationnelles et techniques. C'est l'une des dimensions qui ressort dans les études. Et si nous considérons également les contextes de minorisation, les recherches montrent que les avis sont divergents sur la pertinence des pratiques et structures spécifiques à des catégories ethniques. C'est-à-dire qu'au niveau de l'accompagnement, il y a des chercheurs qui défendent l'idée d'un accompagnement adapté en fonction des catégories ethniques, etc. Et d'autres qui disent non, il ne faut pas un accompagnement spécifique, il faut plus un accompagnement adapté pour justement éviter les risques d'essentialisation dont j'ai tantôt évoqué. Il y a le fait également que nous avons peu de travaux qui interrogent la place et les effets des outils et dispositifs dans l'accompagnement des populations marginalisées. À ce niveau,
je pourrais expliquer un peu en prenant par exemple un exemple quand nous prenons les outils d'accompagnement en entrepreneuriat. Par exemple, le business model ou le plan d'affaires en général, qui sont rédigés en français ou en anglais. Souvent, nous nous retrouvons face à des populations qui ne comprennent pas très bien l'anglais ou le français, ou qui ne le pratiquent pas suffisamment pour pouvoir comprendre ces outils-là, et donc de rédiger un projet ou même présenter leur idée. À ce niveau-là, il y a des chercheurs qui demandent à réfléchir, à ce qu'on réfléchisse à comment est-ce que on peut adapter ces outils-là, ou du moins comment on peut questionner l'efficacité de ces outils pour que ils puissent répondre aux besoins justement des entrepreneurs minorisés. Donc, une dimension très importante aussi, c'est que les communautés noires ont vraiment fait l'objet de très peu d'études en termes d'accompagnement ou d'écosystème en entrepreneuriat. Il n'y a quasiment pas de recherche. Il y a quelques recherches qui sont très très récentes dans le contexte américain, états-unien et sud-africain. Mais c'est vraiment très très peu pour que l'on puisse généraliser et tirer de grandes conclusions. Voilà. Donc, à la suite de cette analyse que nous avons faite de la recherche qui existe dans le domaine de l'entrepreneuriat ethnique et des écosystèmes entrepreneuriaux, nous avons construit une problématique et nous avons surtout formulé des objectifs que nous poursuivons dans le cadre de cette recherche-là. Et donc, notre objectif général, bien sûr, c'est de construire de manière réflexive, donc j'insiste sur la réflexivité, une représentation de l'émergence d'un écosystème entrepreneurial de la communauté noire en Ontario. Et comme objectif spécifique, nous allons élaborer une cartographie dynamique et détaillée des acteurs et des lieux de l'écosystème entrepreneurial ontarien. Nous allons construire une représentation de l'offre d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial à l'endroit des entrepreneurs issus de la communauté noire et faire un diagnostic des pratiques, des outils, des dispositifs pertinents pour guider les organismes d'accompagnement des entrepreneurs noirs. Et nous allons faire une analyse globale des effets de l'accompagnement en entrepreneuriat sur les entrepreneurs d'un écosystème au profit de la communauté noire. Nous avons également conduit quelques entretiens exploratoires. Nous n'en avons pas fait beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes au début de cette étude. Donc, nous avons conduit 4 entretiens exploratoires en général avec 3 acteurs à temps plein de l'accompagnement en entrepreneuriat. Et l'autre acteur, il est à la fois acteur de l'accompagnement parce qu'il est prestataire externe, mais en tant que consultant, il est également entrepreneur, donc il a la double casquette. Cet entretien nous a permis de recueillir du matériel empirique, des données, que nous avons justement confronté aux différentes dimensions que nous avons retenues dans notre analyse des différentes études qui se font. Et de voir, donc les dimensions que nous allons présenter maintenant, c'est de voir vers quel angle ou quelle dimension est vraiment important pour questionner, justement, pour orienter notre recherche, afin de pouvoir apporter justement des réponses nécessaires. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat ethnique, il est ressorti qu'il y a une prédominance des jeunes d'origine africaine parmi les jeunes qui s'engagent avec les programmes d'accompagnement en entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas généralisé. Comme je l'ai dit, c'est des entretiens exploratoires. Ce n'est pas des résultats, on ne peut pas généraliser. Mais là, il s'agit d'un contexte précis parce qu'il s'agit de la ville de Toronto et d'un quartier spécifique. Il est ressorti également qu'il faut tenir compte des dimensions culturelles dans l'accompagnement en entrepreneuriat. Mais la question qui se pose aussi, c'est quel élément ou quel aspect de la culture est-ce qu'on doit considérer? Et il y a les facteurs culturels qui sont souvent ressortis. C'est le fait, bon, déjà, on s'intéresse à une communauté, à la communauté noire, donc
le fait d'être noir, c'est un aspect culturel à considérer. Il y a aussi le fait que la plupart de ces populations soient francophones, qui est également un aspect culturel, ou qu'ils soient également afro-descendants. Et un autre aspect qu'il faut considérer également dans la dimension culturelle, c'est l'espace géographique, c'est-à-dire les quartiers où la plupart des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat opèrent, qui sont habités en général par des populations minorisées, ou principalement noires, d'origine africaine, qui sont francophones, etc. Il est ressorti également qu'à ce niveau, nous devons considérer les réalités de départ, mais pas seulement celles d'arrivée, c'est-à-dire les réalités du pays hôte. Pourquoi? Par exemple, au niveau, la plupart des entrepreneurs, au niveau de leur pays de départ, ont déjà certainement des expériences avec les structures administratives ou peut-être des expériences entrepreneuriales ou des expériences professionnelles. Et le rapport qu'ils ont développé avec l'administration ou soit les services publics peut influencer leur rapport qu'ils auront avec les mêmes services une fois dans le pays d'accueil. Donc, il s'agit d'une dimension également à questionner pour justement travailler sur la perception et le rapport qu'ils doivent ou peuvent avoir avec les structures administratives, par exemple au Canada, parce qu'ils ne font pas face aux mêmes exigences et aux mêmes réalités. Au niveau de l'écosystème entrepreneurial, le premier point qui ressort, c'est que le réseautage, c'est un aspect important. Le réseautage, il y a 3 points essentiels, c'est-à-dire le réseautage, la mise en réseau entre les différents entrepreneurs au sein d'un territoire donné, la relation entre les entrepreneurs et les structures d'accompagnement, mais il y a aussi la relation entre les structures d'accompagnement eux-mêmes, qui sont des aspects importants. Il faut également tenir compte du rôle des experts externes, c'est-à-dire les personnes ou des entreprises qui sont sollicités souvent pour accompagner les entrepreneurs dans leur processus de création d'entreprise ou de développement d'entreprise. Et à ce niveau, il est sorti que l'accès aux experts extérieurs là, est facilité par les programmes d'accompagnement. C'est-à-dire que les structures d'accompagnement qui font souvent appel aux experts externes permettent justement aux entrepreneurs d'avoir accès aux compétences de ces gens-là, parce que il s'agit de coûts qui sont en général pris en charge par les structures d'accompagnement. Pour finir, au niveau de l'accompagnement en entrepreneuriat, la question de la mesure est ressortie. Et à 2 niveaux principalement, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la mesure de la qualité, c'est-à-dire qui porte sur le projet lui-même, et la mesure d'impact, qui va plus s'intéresser à l'impact que le projet aura sur la communauté, la société, la population. Et à ce niveau, nous avons une question, c'est quelle est l'importance au fait de la mesure au niveau individuel, parce qu'il s'agit d'une dimension qui est ignorée. Pourquoi nous demandons de questionner cette dimension et en quoi c'est important? C'est justement parce que au niveau individuel, en tant que l'entrepreneuriat, c'est aussi une identité. Et la manière dont l'entrepreneur se perçoit par rapport à des ressources, la manière dont il se définit, la manière dont il se présente, etc., sa satisfaction par rapport au rôle qu'il joue dans la société vont être déterminants aussi dans sa trajectoire entrepreneuriale. Donc, d'où à ce niveau les questions identitaires qui peuvent être pertinentes à questionner. Il est ressorti également que la problématique au fait du maintien, au fait du succès des entreprises possédées par des entrepreneurs noirs dans le temps. Comment est-ce qu'on maintient ces entreprises-là dans le succès? Il y a également la question des parties prenantes
dans l'accompagnement qui est ressorti. En général, on parle de parties prenantes pour parler des entrepreneurs, des clients, des différents prestataires, des services d'accompagnement, les banques, tout ce qui constitue un peu cet écosystème-là. Mais on oublie que l'accompagnement en entrepreneuriat constitue également un système complexe qui fait intervenir divers acteurs, en gros. Donc, peut-être il sera intéressant de questionner le rôle de ces différents acteurs-là et de voir s'il il y a lieu de spécifier les rôles, de comprendre quels sont les rôles. Par exemple, quels sont les rôles des structures d'accompagnement et quels sont les rôles des structures de financement. Est-ce que les structures d'accompagnement sont également des structures de financement? Parce que souvent, il s'agit de questions ou de confusions que certaines personnes font. Et justement, à ce niveau, il est ressorti que de nos données exploratoires, que l'un des points faibles justement des programmes d'accompagnement, c'est le financement, en ce sens que, en général, leur rôle se termine une fois que ils ont accompagné les entrepreneurs depuis peut-être la formation de l'idée jusqu'à l'élaboration du projet, etc. Ils vont les orienter maintenant vers d'autres structures d'accompagnement et à ce niveau, il y a souvent des problèmes qui peuvent surgir, donc d'où l'importance de questionner également ces aspects-là. Voilà. Il est ressorti également qu'il y a de plus en plus, qu'il y a une certaine valorisation d'un type d'entrepreneuriat, notamment les coopératives, le fait de se mettre ensemble là, pour entreprendre, parce que ce serait considéré comme un facteur plus de succès et d'impact social. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. La présentation a été longue et tout seul. Donc, le débat est ouvert. Si vous avez des questions ou si vous avez des éléments à apporter, il s'agit d'une recherche qui est en cours, donc toutes les réflexions sont très importantes pour nous à ce stade-là. Je vous remercie. Oui. Oui. Vous avez parlé de l'écosystème entrepreneurial en Ontario. Oui. Ma question regarde ou concerne ces entrepreneurs qui sont en Ontario, mais qui exercent sur YouTube. Sur YouTube? Oui, par exemple, je vois deux ou trois femmes qui sont un peu régulières sur YouTube. Une vend des services, elle explique aux gens comment faire de la cuisine africaine. Bon, c'est vrai que ces gens-là n'achètent pas ces formations, mais c'est YouTube qui la paye. D'accord, oui. Bon, il y en a une autre, elle vient sur YouTube pour expliquer comment est-ce qu'elle est arrivée à créer son entreprise et que d'autres peuvent suivre sa formation pour qu'ils puissent aussi devenir entrepreneurs et indépendants. D'accord. Est-ce que cette sphère d'entreprise vous concerne aussi dans votre étude et dans quelle mesure vous pouvez aussi aider ces gens à pouvoir bénéficier peut-être d'un accompagnement formel comme les entreprises qui n'exercent pas sur les réseaux sociaux? Je vous remercie pour votre question, c'est très intéressante. Je vais répondre en même temps, comme ça nous amorçons la discussion. En effet, il y a des entrepreneurs aujourd'hui, et c'est devenu de plus en plus vraiment une réalité, des entrepreneurs qui exercent
sur les réseaux sociaux où leur seul bureau, en général, ils ont juste besoin de leur ordinateur ou du matériel technologique pour opérer. Nous n'excluons pas d'intégrer ce genre d'entrepreneurs dans notre étude. Et nous considérons même que c'est très important au fait de les considérer, de les intégrer, vu l'importance que prend de plus en plus cette forme d'entrepreneuriat. Comment est-ce que on peut les accompagner dans ce genre d'entrepreneuriat? Il y a une étude très intéressante à ce sujet qui parle qui parle de la notion d'accompagnement virtuel. Il y a le fait que ces personnes opèrent sur les réseaux sociaux n'empêche pas que ces personnes puissent avoir accès physiquement aux structures d'accompagnement, ça c'est un. Mais il y a le fait aussi que l'accompagnement virtuel puisse se développer, peut constituer aussi un moyen d'accompagner ces entrepreneurs-là qui sont plus à l'aise dans l'univers virtuel. Mais ça ne veut pas dire que ce type d'accompagnement-là, c'est exclusif à ce genre d'entrepreneurs. Je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs autres entrepreneurs qui peuvent également en bénéficier. Oui. Je vous remercie. Merci. Oui. Oui. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Oui. Et bravo pour l'étude que vous avez entreprise. Ma question, je ne sais pas trop comment la formuler, mais il y a quelque chose que je sens lorsqu'on parle de entrepreneuriat ethnique, oui. Et qu'on se limite à ne voir entrepreneuriat des Noirs, en fait, et qu'on se limite à voir les Noirs francophones. Je me dis, est-ce que ce n'est pas encore créer un espèce de silo, une marginalisation de cet entrepreneuriat-là, de ne considérer que cet entrepreneuriat sous le prisme de la francophonie en quelque sorte, alors que on est déjà assez marginalisé comme ça pour qu'on ne considère pas tout l'ensemble de l'entrepreneuriat noir dans sa globalité. D'accord. Excellente question. C'est un questionnement qui est très pertinent et qui nous interpelle également. Au début de ma présentation, j'ai essayé au fait d'aborder toutes les notions, tous les concepts d'entrepreneuriat que l'on retrouve en général quand on parle d'entrepreneuriat ethnique. Donc, notamment, j'ai parlé d'entrepreneuriat immigré, d'entrepreneuriat réfugié. À ce niveau-là, il ne s'agit pas spécifiquement au fait d'une identité ethnique précisément. Ça peut concerner aussi des entrepreneurs qui viennent par exemple du monde maghrébin, d'entrepreneurs qui viennent d'ailleurs. Sauf que cette étude s'intéresse spécifiquement à la communauté noire, mais elle ne s'intéresse pas spécifiquement à la communauté francophone. Au fait, quand j'ai parlé de la communauté, bon, enfin de l'aspect francophone en tant qu'aspect culturel, j'ai évoqué ça. Il s'agit au fait d'une dimension qui est ressortie dans les entretiens exploratoires, et il s'agit au fait d'une tendance qui est constatée dans la population, parce qu'il s'agit d'un programme d'accompagnement d'entrepreneuriat qui existe, et les populations qui vont vers ce programme-là, majoritairement, il s'agit d'une population originaire d'Afrique francophone. C'est juste dans ce contexte-là et seulement dans ce contexte-ci qu'il est ressorti que la dimension francophone était quelque chose dont il faut tenir compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place un accompagnement spécifique pour les personnes francophones. Parce qu'il y a le risque d'essentialisation ou d'altérisation, tantôt comme on l'a parlé, comme justement le souci que vous évoquez. C'est pour ça également que j'ai précisé que nous manipulons vraiment les différentes notions avec précaution pour éviter justement de contribuer à renforcer ces problèmes de marginalisation, de stigmatisation. Donc, je vous remercie vraiment pour ce questionnement qui est très important pour nous. Okay. Oui.
J'ai une question. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. Dans notre organisation, on remarque qu'il y a un certain intérêt des communautés entrepreneuriales, des communautés noires entrepreneuriales en particulier, envers le modèle coopératif. Cependant, il y a un certain délai entre le moment où les gens pensent à l'entrepreneuriat et le moment où ils réalisent que le modèle coopératif peut être un modèle qui est intéressant pour eux pour se lancer, pour canaliser leur comportement entrepreneurial. Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour peut-être accélérer un peu ce processus de connaissance et faire en sorte que les gens soient mieux informés du modèle coopératif lorsqu'ils commencent déjà à détecter en eux un sentiment, un esprit entrepreneurial, pour que les deux choses puissent se passer, se rapprocher plus rapidement? Je vous remercie pour votre question, elle est très intéressante. Je vais être honnête, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Et c'est bien que vous l'ayez soulevé parce que ça peut constituer une dimension que nous allons questionner à travers cette recherche. Justement, le but, c'est de trouver justement le meilleur moyen d'accompagner justement les entrepreneurs de la communauté noire et de voir quels sont les outils, quels sont les dispositifs ou même quels sont les moyens d'interaction vraiment les plus optimums pour pouvoir justement renforcer ou du moins favoriser l'émergence de l'écosystème entrepreneurial. Donc c'est des enjeux très clairement que nous allons considérer dans cette recherche. Oui. Il n'y a plus de questions. D'accord. Ben, là, donc, nous sommes au terme de la présentation et avant de clore l'échange, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs parmi l'Assemblée ici présente. Est-ce qu'il y a des personnes entrepreneurs assisées ou pas? Ah, vous-même, je vous remercie parce que quand on essaye par exemple de présenter le contexte, l'objet de la recherche, on a souvent l'impression que on dépeint beaucoup plus le côté négatif, etc. et tout. Pourtant, ce n'est pas le but. Le but, c'est de poser des questions et d'essayer de trouver des éléments de réponse qui permettent justement de mieux agir, de mieux accompagner les entrepreneurs. Est-ce que, à votre niveau, est-ce que vous avez des expériences positives à partager avec nous, pour ceux qui nous suivent également, dans le rapport que vous avez eu avec, par exemple, les structures de financement en entrepreneuriat? Oui, merci. Merci. Moi, j'ai une expérience qui m'est restée et qui me restera toujours gravée dans ma tête par rapport à notre entreprise. Oui. Lorsque nous avons eu l'idée d'entreprise, nous avons essayé de contacter certains organismes d'accompagnement qui, du coup, n'ont pas compris de prime abord notre philosophie, notre vision et à quoi nous aspirions. Et on a eu la grâce que un de deux nous a ramené vers une autre structure qui, elle, par contre, a compris et nous a encouragés, nous a accompagnés jusqu'à l'acquisition des documents officiels et même continue à nous accompagner jusqu'aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué et qui nous marquera toujours et qui nous encourage à continuer à travailler dans ce que nous avions, disons, dans la vision à laquelle nous avions cru, parce que nous voyons que d'autres personnes aussi croient en cela et pensent que ça peut être effectif. Et ça, c'est un problème, je pense, qu'il faut aussi relever, que, puisque vous avez parlé de l'aspect francophone, et dans la francophonie ontarienne ou bien
des Noirs en Ontario, oui. Il y a cette dimension que lorsque vous venez avec une idée, généralement, certains organismes d'accompagnement ne prennent pas le temps de s'imprégner de l'esprit de l'idée que vous amenez, mais de prime abord, dès qu'elles regardent, je dirais, sur la facette et donnent directement leur avis, soit dans le bon, soit dans le mauvais, sans savoir peut-être creuser ou dialoguer profondément avec la personne qui vient avec l'idée pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit réellement. Donc ça, c'est un aspect que je pense qu'il faudra relever au niveau des organismes d'accompagnement. Bon, il y a aussi, je pense, bon, ça c'est un avis personnel, peut-être un aspect sentimental aussi qui intervient. Donc, oui. On est humain. Oui. On est humain. Donc, peut-être cette dimension sentimentale que peut-être la tête de la personne ne me plaît pas, ou bien l'idée ne me plaît pas, ou encore je ne comprends pas l'idée. Donc, je décourage la personne sur l'idée qu'il apporte. Donc, ça aussi, c'est un problème sur lequel on peut aussi réfléchir un peu. Mais, je crois qu'il y a beaucoup de ressources dont nous bénéficions en tant qu'entrepreneurs au sein des organismes francophones en Ontario. Et j'en suis content. Et pour le cas, je pense que je peux citer le CCO qui nous aide beaucoup. Merci Jérémy. Parce que je suis comme un enfant, comme je disais à Jérémy tout à l'heure, nous sommes comme son produit. Et ça, on en est vraiment fiers. Merci beaucoup. Je vous remercie. D'accord. Est-ce que il y a d'autres interventions ou d'autres questions? Non, d'accord. D'accord, ok. Merci pour ta présentation. Moi, ce que je vais dire, en termes d'accompagnement, quelqu'un peut avoir déjà son idée bien ficelée, tout est bien réglé, il vient voir une structure d'accompagnement, l'idée est bonne et on l'encourage. Mais est-ce que, je n'ai pas encore visité de structure d'accompagnement en tant que telle, mais est-ce qu'au niveau de la structure d'accompagnement, au moment où on met les idées en place, au moment où on fait un budget prévisionnel, tout et tout, comment se fait l'accompagnement pour trouver vraiment un financement? Quelqu'un qui vient avec une idée bonne, mais qui au départ qui est zéro, tout est 0, 0, 0 au niveau finance. Donc comment cette personne peut trouver le financement qu'il faut pour bâtir son entreprise, avoir des employés, pouvoir payer déjà dès le départ 2 ou 3 salaires pour des personnes qui l'assistent. Donc ça aussi, ce sont des challenges. Donc, oui, parce qu'on est obligé d'aller travailler et puis doucement, doucement de creuser son idée, mettre de côté, acheter si c'est du matériel pour commencer, ou bien commencer tranquillement dans son sous-sol, doucement, doucement. Donc, tout ça, ce sont des difficultés. On peut être découragé à un moment donné et puis abandonner pour dire, bon, je vais travailler pour l'autre entreprise et puis, voilà, faire mon salaire. Ou bien, bon, pour les courageux, continuer. Voilà. Et puis, au niveau de la sensibilisation, comment est-ce que ça se passe? Comment vous le faites pour que tout le monde puisse s'orienter, mais surtout le côté financier? D'accord. Je vous remercie pour votre intervention et avec des questions très pertinentes. Je ne crois pas que je sois vraiment habilité à répondre à ces questions qui sont vraiment pertinentes. Nous avons des structures d'accompagnement ici en place qui ont l'expérience plus l'expérience de la chose que moi en tant que chercheur. Je ne sais pas si une personne parmi vous peut ou veut répondre à la question. Mais avant, moi, ce que je voudrais relever aussi par rapport à ce que nous avons vu dans le cadre de cette recherche sur la littérature, là, c'est
la dimension vraiment informelle de l'émergence au fait d'un écosystème entrepreneurial au sein de la communauté noire. Là, on ne parle pas forcément d'un entrepreneuriat ethnique, mais cette dimension informelle-là, c'est quoi? C'est comment est-ce que l'entrepreneur minoritaire acquiert des ressources. En général, cette façon informelle, soit en travaillant, comme vous le dites, soit auprès de sa communauté, de ses proches, etc. Qui sont ses premiers clients, en général, c'est auprès de la communauté. Qui sont ses premiers employés. En général, on a besoin d'une main-d'œuvre qui n'est pas trop chère, qui puisse nous permettre de décoller. En fait, il y a justement toute cette question informelle-là que nous interrogeons et qui pourront peut-être apporter quelques éléments de réponse aux questions que vous posez. Oui. Mais de façon pratico-pratique, ceux qui ont déjà l'expérience de la chose pourront nous donner des réponses. Peut-être. Oui. Merci beaucoup. Je peux répondre peut-être à une partie de la question. Disons qu'il y a un élément qui m'a interpellé un peu dans la question, c'est celui de embaucher 2 ou 3 personnes. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que c'est pas que je veux dissuader le fait que cela se produise, c'est que selon moi, avant d'en arriver à ce stade, il faut s'assurer qu'on ait vraiment une entreprise qui soit déjà bien établie, où les différentes choses fonctionnent. Dans la mesure du possible, dans le travail qu'on fait de notre côté au Conseil Coopération Ontario, on va toujours chercher à habiliter les personnes, à leur donner confiance et à s'assurer qu'elles sont en mesure de faire les choses de par elles-mêmes avant justement d'avoir cette capacité d'avoir une croissance et d'amener d'autres personnes au bord, dans le bord de leur organisation. Mais avant d'en arriver là, c'est clair qu'il faut avoir une idée solide, un produit ou un service qu'on va commercialiser sur le marché qui va lui aussi être solide, et la personne, heureusement ou malheureusement, mais qui va commencer cette aventure, ou le groupe de personnes souvent qui vont commencer cette aventure, se doivent en elles-mêmes d'avoir plus ou moins l'ensemble des compétences qui vont faire en sorte qu'on peut amener ce produit ou service sur le marché. Une fois qu'on a réussi des premières transactions, on va mobiliser des fonds parce qu'on aura des revenus qui vont rentrer au sein de l'organisation, et sur cette base, on va pouvoir continuer à se développer. Mais cette première étape-là, ce que moi j'appellerais un peu l'ancrage en fait de l'entreprise sur le marché, est extrêmement importante. Souvent, elle se fait seule. C'est un peu malheureux, mais c'est souvent comme ça que c'est. Et c'est pour ça qu'au moins dans l'esprit d'une entreprise coopérative en particulier, ou d'une entreprise sociale dans une autre mesure, on est au moins un petit groupe de personnes avec des talents complémentaires. On peut s'entraider, partager la charge de travail et de ce fait faire en sorte que la chose soit moins difficile et moins pénible pour une seule personne. Ça prend un peu plus de temps. Souvent, on ne va pas se le cacher, ça serait tellement plus facile s'il y avait juste des fonds qui tombaient comme ça sur les entreprises. En réalité, c'est un peu plus contrasté. Personnellement, je suis même d'avis que c'est mieux que ça soit comme ça, parce que ça force comme ça les entrepreneurs à se motiver, à rester motivés, à se stimuler dès les balbutiements de leur projet pour justement montrer qu'ils ont la foi dans leur produit ou leur service et qu'ils sont capables de l'amener sur le marché. S'il y avait trop d'appui, peut-être gouvernemental ou autre, comme on pourrait vouloir le souhaiter de temps en temps, parfois on aurait tendance à peut-être se laisser un peu porter par le courant. Or, c'est ça qu'on veut éviter. Être entrepreneur, c'est aussi prendre certains risques. Et un de ces risques-là, c'est se dire, je me lance à l'aventure. Et parfois, il y aura des leçons apprises. Parfois, il y aura des succès. Il n'y a pas vraiment d'échecs en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de leçons apprises. Et parfois, il y a des succès. Genre, dans notre organisation, on a une trentaine d'employés aujourd'hui. Mais encore, nous, on a aussi des comportements entrepreneurs. On est une entreprise sociale. Parfois, on fait des tests. Et il y a des tests, des fois, dans l'organisation qui ne sont pas très concluants. Ou après ça, on se rétracte. Et parfois, il y a des succès où on se dit, OK, on va continuer dans cette veine-là. Et donc, ça concerne les organisations de toutes les tailles. Mais c'est clair que pour une petite organisation naissante, on doit endosser sur soi la charge d'une leçon apprise lorsque la leçon apprise se présente. Merci beaucoup. Super. Oui. D'accord. OK, je vous remercie pour votre intervention et je vous remercie pour votre présence. Merci.
D'accord. Bien sûr. D'accord. Oui. On a le temps, d'accord. Le micro. D'accord. Oui. Okay. Oh, okay. Well, dinner time, so I wanted to thank the speaker. Thank you. It's really interesting. So Michael just told me a few minutes ago that I could briefly, asked if I wanted to briefly chat. So my name is Michelle Stack. I'm a faculty member here. If you should need any advice on where to get coffee, I'm your person. But that's not why I'm here right now. I'm working on a research project with Doctors Caroline Hossain, Scylla Ross, and Malcolm Noble, who are in the UK. Caroline's in Toronto. Our interest is in looking at cooperatives and campuses. And really, so if there's people that are interested, in whether it's housing cooperatives, platform co-ops, food co-ops, also cooperative universities. So for example, there's a cooperative university in Kenya. We're wanting to get a sense of cooperative universities in different parts of the world. We're really interested in cooperative pedagogy, but also cooperative governance. And we're all very interested in thinking about the development of campus cooperatives, starting on the ground with a decolonial understanding and looking at disability and ableism and equity focus. So we're wanting to help develop student cooperatives, but not just student cooperatives, but cooperatives that might involve staff and faculty as well. So if you're interested in a project that's looking at the development of cooperatives on college and university campuses, I would love to chat with you. Any questions? Because I'm not at all prepared for what I'm saying right now. So, is there anybody interested in the sort of post-secondary sector? Oh, awesome! Yes, we were chatting, and oh, awesome, great. Well, yes. So, if you are, again, it's Michelle Stack. Like Stack of Books, at ubc.ca. I'd love to chat with you. And that's it. And everybody should really have to. And if you want advice on restaurants as well, I'm also happy to discuss. Thank you. Thank you, Michelle.